Bonjour et bienvenue dans la review cinématographique, épisode ou semaine numéro 13 des films cultes, des films d'auteur, des films indépendants et des blockbusters. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. Au sommaire cette semaine, de son côté, Louis nous parlera de Inception, d'Interstellar, de Lolo, des Fils de l'Homme, du Samouraï et de Brésil. Et de mon côté, je vous parlerai alors de Layer Cake, de Cimetière, de Batman le Défi et de Marathon Man. Si vous voulez écouter une chronique / critique en particulier, les liens, en tout cas les timecodes, sont dans la description, comme ça vous n'avez pas à attendre toute la review pour écouter un film en particulier. Et donc, la review cinématographique épisode ou semaine numéro 13 commence dès maintenant. Je veux pas savoir ce que ça donne quand tu maîtrises pas. Du coup, le premier film que j'ai vu cette semaine, c'était Inception de Christopher Nolan. Et j'ai trouvé ça finalement assez moyen et je comprends pas trop pourquoi on a fait tout un fond avec ce film, quoi. C'est l'histoire de Leonardo DiCaprio qui globalement est une sorte de mec qui s'infiltre dans les rêves des gens pour trouver des choses qu'ils veulent trouver. Voilà. Et ils font des sortes de braquages de rêves en fait, en quelque sorte. Et un jour, ils doivent braquer les rêves d'un fils, d'un patron qui va bientôt mourir et qui doit laisser sa boîte. Enfin, c'est hyper confus. Et en fait, il est bien là. Le problème du film, c'est que, un des problèmes du film, c'est que, premièrement, c'est souvent hyper confus. Alors, non pas que c'est dur à comprendre, parce qu'on a souvent cité ce film comme un film, totalement mindfuck, obscur et tout. Et en fait, non, c'est extrêmement simple, en fait. Il y a rien de très sorcier dans Inception. Tout est assez simple à comprendre. Le truc, c'est que il essaye de mettre plein de trucs dans son film et ça déborde en fait. Il veut en faire des tonnes tout le temps. Il va t'assommer avec des théories, des trucs, des règles qu'il va s'empresser de ne pas respecter en fait. Il va t'assommer avec des règles comme ça, des systèmes, des tonnes de trucs dans la gueule. Ce qui fait que du coup le film est bourré à ras-bord de trucs qui premièrement ne servent à rien parfois. Il y a des trucs totalement inutilisés. Par exemple, tu connais peut-être une scène où il retourne la ville de Paris en fait, où c'est totalement retourné. Ça sert à rien en fait. Voilà, c'est juste une sorte de démo. Mais dans le film, dans le vrai braquage, ils ne se servent jamais de ce genre de trucs qui pourraient être stylés, hein, mais ils le font pas parce que en fait Nolan met tellement de trucs dans son film qu'il peut pas il peut pas se servir de tout et en faire des choses intéressantes en fait. En plus de ça, Leonardo DiCaprio est insupportable, le scénario est osef comme pas possible et à vrai dire le climax dure tellement longtemps qu'il en devient ennuyeux. Le climax à la base est une super bonne idée en fait, d'imbriquer les rêves et chacun a une temporalité différente et tout. C'est une super bonne idée en fait, mais c'est trop long. Il fait traîner ça en longueur et du coup ça en devient juste ennuyeux. Parfois il y a des effets spéciaux juste infects. Genre il y a une explosion à un moment, Tom Hardy lance une grenade avec un lance-grenade, l'explosion est dégueulasse, vraiment ignoble. Voilà, donc Inception c'est très moyen, il y a globalement des très bonnes idées, mais pas forcément toujours exploitées, et c'est dommage que Nolan veuille en faire trop, parce que s'il avait peut-être été plus dans l'économie de moyens et dans la subtilité, ça aurait pu être un bien meilleur film, et c'est bien dommage. On trouvera un moyen. On a toujours trouvé. Interstellar de Christopher Nolan, donc pareil, autre film de Christopher Nolan qui est extrêmement populaire, qui est considéré comme un des plus grands films de ces 10 dernières années. Je l'ai vu, et alors, j'ai préféré ça à Inception de loin. En fait, le film déjà m'a beaucoup plus convaincu dans son ensemble, et à vrai dire, sur le coup, c'est une expérience qui est extrêmement plaisante, mais en fait, plus tu y réfléchis, plus tu repenses à ce film, et plus j'ai l'impression que tu le revois à la baisse. Sur le coup, c'est une expérience très plaisante et à la base, en fait, j'avais mis 7, je crois, sur Sens Critique. Et en fait, plus j'y réfléchissais et plus ça me semblait... En fait, c'est un peu les mêmes problèmes qu'Inception, c'est confus, lourd, trop de théories et trop de règles qui fait passer de manière extrêmement lourdingue, ce qui fait que du coup, on croit pas au film. Et du coup, je l'ai baissé à 6 et j'hésite toujours aujourd'hui entre 6 et 7. Mais voilà, plus j'y repense... Et plus finalement Inception a des défauts vraiment majeurs quoi. Alors le pitch c'est encore une fois la fin de l'humanité, sauf que cette fois-ci c'est la fin de l'humanité étant donné que, alors on sait pas trop, ils disent pas trop exactement pourquoi, mais globalement on est dans une sorte de campagne, et les vrais problèmes c'est qu'il y a plus trop de nourriture, et que du coup Matthew McConaughey va être envoyé dans l'espace avec quelques autres astronautes afin de découvrir
une nouvelle planète pour héberger la race humaine, quoi. Et c'est paradoxal parce que dans ce film sur l'espace, mon passage préféré c'est quand c'est pas dans l'espace. Très étrange. En fait, mon passage préféré c'est le début du film, les 40 premières minutes je pense, où Matthew McConaughey est encore sur Terre. Et là vraiment j'ai trouvé ça vraiment bon. En fait on est dans un futur apocalyptique clairement, mais en fait il va pas en faire des tonnes, ça va pas être dans la surenchère, ça va juste être des sortes de tempêtes de sable, de poussière, où ils sont obligés de mettre des masques et des lunettes devant les yeux pour pas être aveuglés et pour pas être étouffés, presque, carrément. Et le début du film, voilà, qui se passe sur Terre, j'ai trouvé ça vraiment hyper convaincant. C'est hyper bien filmé. Christopher Nolan arrive super bien à retranscrire toute cette ambiance et la photographie, vraiment, pour le coup, le fait que ça soit tourné en pellicule et qu'il y ait un peu de grain, ça accentue encore cet effet un peu poussiéreux de l'univers et de la caméra. Et du coup, voilà, les 40 premières minutes, je trouve ça visuellement, et même en termes d'introduction de personnages, je trouve ça très fort. Mais à partir du moment où il décolle, où il part dans l'espace, je trouve que ça s'effondre un peu et que ça traîne vachement en longueur pour pas grand chose. En fait, encore une fois, ici, ça va pas être du coup la finesse qui va animer Monsieur Nolan. À la limite, dans Inception, il y avait plein de théories, mais bon, c'était des théories assez normales pour le film, quoi. Ici, il va y avoir une théorie, genre un monologue de Anne Hathaway, qui joue d'ailleurs extrêmement mal, sur une théorie, sur une théorie sur l'amour et l'amour qui pourrait sauver l'humanité, une dimension de l'amour et tout ça. Ah putain, qu'est-ce que c'est lourdingue, c'est amené par les personnages d'une façon tellement artificielle, et il y a plein de trucs comme ça. Et en fait, on sent vraiment que Christopher Nolan fait parler ses personnages pour expliquer des choses qu'il n'arrive pas à montrer en termes de mise en scène. Et c'est ça vraiment le problème de Nolan sur ces deux derniers films, la Inception et Interstellar, c'est que il fait trop parler ses personnages pour expliquer des choses. Normalement, un film, tu comprends l'univers d'un point de vue visuel. Ici, Nolan fait juste parler ses personnages pour expliquer des trucs qu'il n'arrive pas à montrer en termes de mise en scène. Et pour moi, c'est un échec absolu en termes de réalisation, quoi. Quand t'es obligé de faire bavarder tes personnages, c'est un échec. Donc voilà, Interstellar, ça m'a moyennement convaincu, bien que sur le coup, c'est une expérience très agréable. Sinon, pour parler quand même de points positifs, Matthew McConaughey s'en sort pas trop mal. Son jeu d'acteur est assez, en fait, il a une façon de parler assez bizarre, mais il a une gueule, une présence. Enfin, il a un truc, ce mec. Il y a des séquences hyper émouvantes, notamment une séquence où Matthew McConaughey voit des messages envoyés depuis la Terre par sa famille. Et c'est vraiment, cette séquence est folle. Il y a pareil, il y a 2-3 idées de montage. Par exemple, quand le Matthew McConaughey s'en va, en fait, il y a une sorte de montage alterné. C'est très dur à expliquer, mais tu comprendras. Et voilà, encore une fois, il y a sur le temps. C'est la thématique visiblement chère à Christopher Nolan, le temps, l'écoulement du temps, et tout ça c'est quelque chose qui est plutôt intéressant dans le film et qui a vraiment, il y a encore une fois des très bonnes idées, malheureusement noyées sous un flot de théories fumeuses et superficielles. Lolo de Julie Delpy. Alors c'est celui-là bon que j'étais pas censé voir à la base, je savais même pas que ce film existait et en fait il est passé à la télé et à vrai dire j'hésitais à t'en parler tellement tellement il y a rien à dire. Ça raconte l'histoire d'une mère qui a un fils et qui rencontre un paysan qui s'installe à Paris et puis la mère elle va tomber amoureuse des paysans mais le fils il est pas d'accord. Voilà, rien qu'avec le pitch, c'est une comédie française avec des acteurs français, de comédie française. Le scénario est affligeant, les acteurs sont pas totalement nuls, mais rien de transcendant non plus. C'est de l'humour un peu beauf, un peu beaucoup beauf. Sur 20 blagues, t'en as peut-être une qui marche. C'est cliché, il y a des raccourcis scénaristiques. En termes de mise en scène, devine quoi, il y a rien. C'est pas forcément bien filmé et on sent que c'est clairement un film commercial avec aucune vraie intention derrière, si ce n'est de faire une sorte de truc populaire qui ramènera les gens en salle. Et en plus, je sais même pas si le film avait fait un grand succès à sa sortie, donc ouais, enfin, j'ai rien à dire. C'est comédie française contemporaine, quoi. C'est-à-dire que bon, il y a peut-être 50-60 ans, on avait la Grande Vadrouille, maintenant on a des trucs comme ça. Pas de chance. On y est presque. On y est presque. Les Fils de l'Homme d'Alfonso Cuarón, que tu avais présenté il y a quelques semaines de cela, je crois, 2-3 semaines au moins. Alors globalement déjà le parti pris du film c'est assez intéressant parce que c'est globalement tout filmé à la caméra épaule
et du coup voire caméra au point, je sais pas exactement, caméra à l'épaule je pense plutôt, ce qui va du coup donner dans la mise en scène, ce qui va conférer à la mise en scène une sorte, un aspect reportage de guerre un peu. Ça va être vraiment un reportage de guerre pour déjà être beaucoup plus percutant, beaucoup plus efficace, et comme si en fait on va beaucoup plus être impliqué dans le film parce que c'est comme si on regardait quelque chose qui était réel en fait, et on y croit du coup à cette mise en scène, je dirais pas forcément naturaliste, mais ouais vraiment reporter, caméra à l'épaule, tout ça, qui va du coup permettre de faire des plans séquences absolument dingos, notamment un plan séquence à la fin. Plus de ça, la photographie est magnifique, tout est très bien filmé, très bien cadré. Et oui, ah oui, putain, j'ai oublié d'en parler de ça, mais au début du film, on est donc dans un Londres futuriste mais pas trop. Et waouh, ça a de la gueule, bordel, c'est impressionnant. Franchement, les décors de ce film, chapeau, vraiment impressionnant. Néanmoins, là où je trouve que le film va pêcher, c'est pas non plus au niveau des acteurs, qui se débrouillent tous très bien. Notamment Clive Owen, j'ai vu que pas mal de gens critiquaient son jeu, moi je le trouve vraiment correct. Enfin, ça, il fait pas des étincelles bien sûr, mais il se débrouille plutôt pas mal dans son rôle, Clive Owen, qui est pas forcément un rôle facile, je trouve, pourtant à la base. Mais là où le film pêche, c'est dans son scénario et dans son écriture. Et encore, enfin, pas vraiment scénario-écriture, je détaille dans le prochain audio. En fait, là où je trouve que c'est dommage, alors c'est un parti pris du film, donc c'est pas vraiment un défaut, c'est juste moi où j'ai été un peu déçu par ça. En gros, le film, à la base, veut parler de l'extinction de l'humanité, et c'est le pitch de base. Sauf qu'en fait, le film dévie, parle d'autres thématiques, principalement de l'accueil des migrants, parce que oui, c'est un pays également qui enferme des migrants dans des sortes de cages, dans des sortes de camps, tout ça. Et en fait, le film va dévier de ce thème extinction de l'humanité pour virer sur le thème migrants. Et je trouve ça dommage, parce que extinction de l'humanité, au début, c'est vraiment passionnant. Quand il parle notamment autour de quelques conversations, de certaines sectes, je sais plus comment ils les appellent, mais vraiment, il y a un vrai détail, un vrai sens du détail, et on croit à cet univers vraiment de fin du monde avec des groupuscules qui se forment et qui ont vraiment chacun leurs moyens d'appréhender la fin du monde et la fin de l'humanité en fait. Sinon, c'est un excellent film, et d'ailleurs, ça m'a beaucoup fait penser, le film m'a beaucoup fait penser, surtout dans sa narration, à un jeu vidéo que tu connais sûrement qui s'appelle The Last of Us. Premier du nom, parce que le 2, il vient de sortir, j'y ai pas encore joué, mais Les Fils de l'Homme, mine de rien, c'est un très bon film. Le Samouraï, un film de Jean-Pierre Melville. Ensuite, le Samouraï de Jean-Pierre Melville, donc 4e film avec Jean-Pierre Melville. C'est un réalisateur que j'ai découvert depuis le début du confinement, et depuis je me suis enfilé 4 de ses films. Et encore une fois, le Samouraï, c'est avec dans le rôle principal Alain Delon du coup, et c'est encore une fois un très grand film, ce qui m'amène à penser que Jean-Pierre Melville est un des plus grands réalisateurs qui m'est donné de voir, parce que pour le moment, j'ai vu 4 de ses films. Un seul est un film, entre guillemets, juste un bon film. Les 3 autres sont des chefs-d'œuvre absolus. Donc je pense que Jean-Pierre Melville est en fait un génie du cinéma. Bref. Du coup, le Samouraï, ça va raconter l'histoire du personnage d'Alain Delon, qui s'appelle Jeff Costello dans le film, et qui est un tueur à gages, qui va, bon je t'explique pas spécialement comment, mais qui va se retrouver confronté à la fois à la police, et à la fois à ses anciens employeurs qui veulent l'éliminer globalement parce qu'il a été arrêté par la police suite à un crime qu'il avait commis, mais du coup la police n'a pas réussi à trouver qu'il y avait des preuves, mais tout de même, du coup la police l'a relâché, mais tout de même les employeurs veulent le tuer, histoire de pas prendre de risques quoi. Parce que la police traque toujours Alain Delon et est toujours en filature derrière lui constamment. C'est un peu comme ce que fait Ryan Gosling actuellement. Mais Alain Delon, je trouve qu'en fait, il a pas énormément de choses à jouer, mais je trouve qu'il a une présence. En fait, il a une démarche, une allure, un charisme, une sorte d'aura, quelque chose, t'arrives pas trop à déterminer ce que c'est, mais qui fait que du coup il est omniprésent dans le film, et que du coup même sans parler, t'arrives à comprendre ses émotions, et 2, tout ça c'est grâce par exemple à ses jeux de regard. Et du coup trouver qu'Alain Delon a pas grand chose à jouer et un acteur assez médiocre qui ne joue qu'un personnage mutique, je trouve ça extrêmement réducteur, parce que je te parlais à la toute fin du dernier audio des regards. Les jeux de regard d'Alain Delon, c'est là qu'on saisit parfaitement l'ampleur de ce genre de rôle et de ce que peut apporter un acteur comme Alain Delon. Et on pourrait se dire, oui, il est mutique donc il joue rien. Non, c'est pas vrai, c'est pas parce qu'il parle pas qu'il ne joue pas. Et ici, Alain Delon a une présence et un vrai charisme qui envahit littéralement la pellicule et qui fait que c'est un personnage absolument mémorable du cinéma français. Encore une fois, ça va être une mise en scène extrêmement, pas naturaliste, mais minimaliste, sobre, d'une précision implacable,
Tout comme dans ses derniers films d'ailleurs, dont je t'avais parlé, à savoir Le Deuxième Souffle, L'Armée des Ombres et Le Cercle Rouge, qui est celui que je préfère parmi les 4, je pense, Le Cercle Rouge, qui est un immense film. Et ici, ça va du coup être un film d'une grande précision, et qui va encore une fois porter les thématiques de Jean-Pierre Melville. En fait, c'est ça, et c'est également ce qu'on pouvait trouver dans Le Cercle Rouge, c'est-à-dire que il y avait plus vraiment de différence, enfin la ligne de démarcation entre les deux camps qui étaient d'un côté les gangsters et de l'autre les policiers, tend à s'effacer pour avoir des groupes qui traquent les cibles un peu de la même façon en fait. Et du coup, cette perte des valeurs, ça va vraiment être l'ensemble du cinéma de Jean-Pierre Melville qui va du coup, voilà, c'est ça, mettre en place la porosité entre les deux milieux des policiers et des gangsters et de montrer que finalement, ils sont plus similaires que ce qu'on pourrait penser et que du coup, la démarcation qu'on pouvait faire, la différence surtout qu'on pouvait faire entre les deux, est plus forcément totalement évidente. Le Samouraï, c'est un film qui en plus a inspiré énormément de réalisateurs et de films. Et vraiment, on le sent quand on voit les films de Jean-Pierre Melville, je sais pas si t'en as déjà vu, mais vraiment, quand on voit ce genre de film, on se dit, ah putain, le nombre de mecs qu'il a influencé, quoi, c'est absolument dingue. Donc Le Samouraï, c'est encore une fois un très grand film. Yes, Jack? Until this all blows over, just stay away from me. Et enfin, Brasil de Terry Gilliam, donc film de science-fiction assez culte, avec dans les rôles principaux Jonathan Pryce, Robert De Niro, ainsi que Ian Holm, qui nous a quittés il y a quelques jours, et c'est bien dommage, et qui joue ici un rôle assez marrant que je te laisserai découvrir, un petit rôle, hein, c'est pas un truc de fou, mais un rôle assez amusant. C'est dans un futur, bon, beaucoup plus lointain que par exemple Les Fils de l'Homme ou Interstellar, qui va ici se rapprocher d'un univers dystopique beaucoup plus, fantaisiste et irréaliste en fait, où globalement le monde est régi par des comités, enfin pas des comités, des sortes de ministères, des bureaux, des fonctionnaires qui gèrent à peu près tout, et ça va être du coup une sorte de bureaucratie dystopique où absolument tout va être géré par les dossiers et tous ces gens dans les bureaux qui gère à peu près tout ce qui se passe dans le pays. Ça va être un film qui va être extrêmement particulier parce que c'est un film total et qui pourra en rebuter certains par de nombreux aspects. Déjà, premièrement, c'est un film qui joue sur plein de tableaux à la fois et que personnellement, je trouve, il arrive très bien à le faire, mais je comprends très bien que par exemple, on puisse trouver ça absolument indigeste. Je comprends, puisque c'est un film total qui fait aucune concession, quoi. C'est-à-dire que si t'es pas embarqué, c'est le genre de film où si t'es pas embarqué dans le délire, si t'es pas dans le truc, tu vas détester ce film et tu vas te faire chier comme un rat mort. Par contre, si tu rentres un peu dans le délire, dans l'univers et dans l'ambiance de ce film, alors là, tu ne peux qu'adorer Brasil, qui est à la fois une dystopie, une satire, une comédie parfois burlesque, enfin, c'est plein de choses à la fois, dans un univers totalement foutraque et totalement délirant. Et du coup, je trouve que ça marche extrêmement bien parce que ce mélange des genres opère vraiment d'une manière fabuleuse. Je sais pas si tu comptes rattraper un de ces 4 Delicatessen dont je t'avais parlé il y a quelques semaines, mais on sent vraiment que Gilliam a inspiré Caro et Jeunet pour faire des films comme Delicatessen, parce qu'on retrouve ce même sens du détail, ce même foisonnement visuel, ce même nombre d'idées visuelles incroyables à la minute, qui font que du coup c'est un univers totalement dingue, totalement déjanté, et à la fois qui va tout de même réussir à avoir un vrai propos de fond et un vrai intérêt d'un point de vue dystopique et futuriste, quoi. Et c'est pour ça que je comprends encore une fois que si tu regardes un jour Brasil et que tu passes à côté, quoi, je comprends parce que ça va à 200 à l'heure et c'est pas le genre de film où tu sais tu peux rattraper le train en route. C'est-à-dire qu'il faut être dedans du début à la fin. Et il y a des moments qui vont peut-être te perdre un peu, notamment tous les moments avec les rêves, quand le personnage rêve un peu. Voilà, ça peut un peu te laisser à côté et peut-être un peu te décrocher du film. Mais heureusement, c'est des séquences qui sont pas forcément extrêmement régulières et qui doivent prendre 3% du film, quoi. Mais pour peu que tu te laisses embarquer dans ce voyage totalement paranoïaque et loufoque, je pense que tu prendras ton pied, vraiment. Welcome to the layer cake, son. Here's the couple we made earlier.
Et donc dans les 4 films que j'ai vu Layer Cake en premier. Layer Cake qui est d'ailleurs le premier film de Matthew Vaughn. Matthew Vaughn réalisateur entre autres de Kick-Ass et des Kingsman. Donc je m'attendais à quelque chose d'assez fou puisque c'est Matthew Vaughn, voilà, ça part un petit peu en steak, c'est un petit peu du gangster british comme on les aime, avec Guy Ritchie par exemple, mais Guy Ritchie c'est un petit peu le spécialiste dans le domaine avec, je le répète, Anarchy et Botanique, Snatch, The Gentleman, voilà, il a beaucoup de films de ce genre à son effigie, et finalement, en ayant vu Layer Cake, je me suis posé certaines questions, notamment, est-ce que j'aime réellement ce genre de cinéma ou pas? Parce que finalement, j'avais déjà vu Snatch dans une des reviews cinématographiques, c'est la 5 si je ne me trompe pas, je n'avais pas énormément aimé Snatch, c'est-à-dire, enfin, il était cool, mais je trouvais pas que c'était un film grandiose, un grand film non plus. Et donc du coup, en ayant vu Layer Cake, parce que c'est moi qui l'avais proposé, c'est moi qui voulais voir Layer Cake, je voulais le voir absolument parce que c'était le premier film de Matthew Vaughn, bah je l'ai pas tant apprécié que ça. C'est un film de gangster un petit peu fifou, qui est parfois drôle à quelques endroits. Très clairement, j'ai pas énormément de choses à dire sur ce film. Je l'ai même, on va dire, c'est un petit peu con de dire ça, mais je l'ai limite un petit peu oublié, même au niveau du scénario. Alors objectivement, c'est un bon film. Donc très drôle sur les bords, bonne scène d'action, bien filmé, bien réalisé, bon cast qui joue bien, mais subjectivement, je suis en train de me dire que ce genre de cinéma-là, c'est pas le cinéma que je pense que j'aime absolument. C'est dommage. Stephen King's all-time best-selling tale of horror. Pet Sematary. J'adore Stephen King. Alors j'adore Stephen King, pourquoi? Parce que je trouve que les adaptations cinématographiques qu'on fait de ses romans, eh bien ils sont très bien. Stephen King, je le rappelle, c'est un énorme auteur qui a notamment écrit, je dis bien écrit, Shining, Ça, Misery, il a fait aussi Carrie au bal du diable, je crois, il a fait Christine, et il a notamment fait Cimetière. Écrit Cimetière, pas fait, hein, pas réalisé, mais écrit Cimetière. Mais malgré le fait que j'aime Stephen King, malgré le fait qu'il ait écrit des tueries et que ses adaptations cinématographiques soient incroyables, en tout cas pour certaines, ça ne me fera pas dire que le premier Cimetière était un très bon film. Ça parle d'une famille qui finalement emménage dans une certaine maison. Le problème avec cette maison, c'est qu'elle est finalement posé à côté d'un cimetière, on va dire indien, enfin plutôt un cimetière pour animal, où on enterre son animal, hein, etc. Mais un jour il va y arriver un drame, et finalement le voisin qui est un petit peu vieux, et qui est le personnage que je préfère le plus dans le film, eh bien ce dernier va montrer un endroit finalement un petit peu sinistre, un petit peu glauque, un petit peu horrifique, au père de la famille, et cet endroit un petit peu glauque et mystique est finalement assez magique, mais pas dans le bon sens du terme. Parfois, il y a pire que la mort, bah là, mon gars, tu peux pas faire meilleur, en tout cas, tu peux pas faire plus explicite que ça. Donc je disais dans une première partie que j'avais bien aimé, je trouvais que c'était donc très glauque, en termes de mise en scène, on était très bien, je trouvais les acteurs assez corrects, je disais le personnage, on va dire, du vieux, du voisin, je le trouvais très bien, mais alors là, dans la seconde partie, on frôle le nanar, là. Dans le sens où c'est plus trop horrifique, ça perd tout son sens, les acteurs, ils sont passés de correct à série télé, on part sur un antagoniste, on va dire ça comme ça, qui se la joue un petit peu slasher à la Chucky, et ça marche pas trop bien, et finalement cette fin qui est assez expédiée, on s'attend un petit peu à tout, et ça tente d'être dégueulasse, en tout cas c'est dégueulasse, et c'est pas bien fait, non, Cimetière c'est dommage, ça partait bien. Dans le ciel de Gotham surgit le plus valeureux des héros. Il y a 2 ou 3 reviews de cela, je vous avais présenté finalement, en tout cas j'avais vu le premier Batman qu'avait fait Tim Burton, donc le premier Batman avec Michael Keaton en Batman, Jack Nicholson en Joker, que j'avais trouvé plutôt pas mal.
On en avait parlé, en tout cas toi aussi tu l'avais vu, et cette semaine j'ai pu voir la suite de Tim Burton qui se nomme Batman le défi, et qui, je vais le dire très honnêtement, je vais le dire directement comme ça, en un mot, une phrase, un groupe nominal, ce Batman-là est extraordinaire. Là, mon gars, en termes de Tim Burton, comme ça, là, il est à son plus haut point. Tu ne peux pas voir Tim Burton plus malade que ça. Déjà, Tim Burton, c'est quelqu'un qui adore le cinéma expressionniste allemand. Il y a énormément de références dans ce film qui est Batman le défi qui ressortent, notamment vraiment un décor qui est totalement sombre, assez glauque mais pas trop, un Gotham très sombre, un antagoniste très sombre, des antagonistes qui sont très sombres, une backstory qui est très sombre. C'est vraiment très très bien. La première séquence du film, c'est littéralement la naissance du pingouin. C'est littéralement un pingouin. Quand je dis un pingouin, c'est un humain qui est mal formé, qui est très glauque, et malheureusement qui est rejeté par ses parents dans les égouts, où des pingouins le récupèrent dans les égouts de Gotham. Là, c'est plus le bossu Notre-Dame, c'est le pingouin de notre Gotham. Ouais, désolé, fallait que je la place. Aussi, dans ce film, on a pu faire la connaissance d'un nouvel, on va dire, protagoniste-antagoniste, qui est Catwoman, jouée par Michelle Pfeiffer, et on a beau dire que la Catwoman de Dark Knight Rises est très bien, je peux te dire que celle-là, mon gars, elle envoie du pâté sévère. Michelle Pfeiffer joue excellemment bien dans ce rôle de Catwoman. Voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus, elle joue très très bien. Pareil pour l'acteur qui joue le pingouin, c'est très très bien. En termes de Burton qui s'inspire de l'expressionnisme allemand, notamment au niveau du chara-design du pingouin. Alors je sais pas si tu as vu Le cabinet du Dr Caligari, réalisé par Robert Viennet, sorti en 1920, mais si tu compares le personnage de Caligari au pingouin, tu verras qu'il y a une grande différence, et je trouve ça très bien. Il y a aussi un plan qui fait beaucoup penser à, Cosmopolis ou Metropolis, je sais plus comment ça s'appelle, réalisé par Fritz Lang, tu me diras. Il y a aussi un plan qui me fait penser à L'étranger de Mr. Jack. Vraiment, ce film est très bon. Et vraiment, je vais dire une phrase qui vraiment correspond parfaitement au film qui est Batman le défi. C'est le Dark Knight avant l'heure. Marathon Man. Et enfin, j'ai vu Marathon Man de John Schlesinger, je crois, avec Dustin Hoffman et Roy Scheider en guest, qui raconte l'histoire finalement de Dustin Hoffman qui veut faire un marathon. Il est frère finalement avec Roy Scheider. Roy Scheider, c'est qui? C'est l'acteur principal qui joue dans Les Dents de la Mer, un film mais que c'est un de mes films préférés. Voilà, faut le dire, faut le savoir. Les Dents de la Mer, c'est un de mes films préférés. Donc quand j'ai vu Roy Scheider, j'ai fait oh, incroyable déjà. Et donc du coup, Roy Scheider est le frère de Dustin Hoffman, et Roy Scheider est un petit peu un mec bankable, mais qui a un petit peu de problème avec la mafia, avec une certaine mafia, on va dire ça comme ça, puisque tout simplement, Roy Scheider et Dustin Hoffman, leur père est décédé. Donc du coup, au fur et à mesure que le film avance, Dustin Hoffman va être mêlé à ça, et va prendre très très cher. Tout d'abord, il y a vraiment en fait un lien entre les premiers plans où Dustin Hoffman court dans le Central Park et quand Dustin Hoffman marche dans Central Park à la fin. Dustin Hoffman court vers la droite, à la fin il marche vers la gauche. On est dans Central Park au début, on finit dans Central Park. C'est comme si, tu vois, Dustin Hoffman courait au début du film le matin et finissait le soir. C'est comme si, tu vois, en un jour, en un clinquement de doigts, il venait de finir quelque chose qu'il avait sur la conscience depuis des années. Tu vois, sa thématique, c'est sur un petit peu le temps, son père, etc. Et bah, il y a un énorme lien là-dessus, et je trouve ça très très bien, je trouve ça très quali. Le film, je crois qu'il dure 2h20. Je crois. Il dure 2h20 ou pas ? Je crois qu'il dure 2h20. Il aurait duré 30 minutes de moins, que ça aurait été beaucoup mieux. Littéralement, tu peux couper 30 minutes au milieu du film, et franchement, ça t'embêtera beaucoup moins. Bon, là, c'est un point négatif. C'est ça que j'ai pas très bien aimé dans le film. Et je pense pas que je le reverrai deux fois, parce que là, je suis sûr de mon coup, par rapport à Blade Runner, Le Nom de la Rose, ou encore Gangs of New York, que je n'ai pas fini de voir. C'est affreusement long. J'ai commencé réellement à accrocher. C'est comme un petit peu l'Armée des 12 singes. J'ai accroché au dernier quart du film.
Et ben là, dans Marathon Man, j'ai accroché après que les 30 minutes chiantes et longues soient passées. Le début du film, je le trouvais assez bon, mais sans plus. Après, c'est parti dans un truc longuet et chiant. J'ai vraiment pas aimé. Et après ces 30 minutes-là, t'avais une vraie tension. T'avais quelque chose qui se créait, j'ai fait « Ah ouais !» Putain, ça part loin tout de même. Ça part loin et putain, c'est bien réalisé. C'est pas mal. Mais avant ces 30 minutes-là, en tout cas, avant la fin de ces 30 minutes-là, c'était longuet. Franchement, je te conseille de voir Marathon Man et de te créer ton propre avis. Si tu aimes Marathon Man, je te comprendrai. Si tu n'aimes pas Marathon Man pour une seule chose, ce que je viens de te citer, je te comprendrai aussi. La review cinématographique épisode ou semaine numéro 13 touche donc à sa fin. Merci de l'avoir vu, merci de l'avoir écouté jusqu'ici. Cela fait énormément plaisir. Rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle vidéo, peut-être une nouvelle review cinématographique. Et si c'est le cas, ce sera la numéro 14. Comme vous le savez si bien, les backstage de la review cinématographique se déroulent sur Instagram, donc je vous donne dès à présent nos Instagram. Pour ma part, c'est polo-raxor, POLO-rax0R. Et pour mon ami Louis, que je remercie là et que je remercierai toujours parce que je suis trop content qu'il fasse partie de cette review cinématographique qui donne ses avis sur les films, enfin je trouve ça trop bien. Son Instagram c'est Louis-Perquin, LOUIS-PERQUIN. Rendez-vous mardi prochain pour une prochaine vidéo, peut-être une nouvelle review cinématographique, et sur ce moi je vous dis bye tout le monde.